Bonsoir à tous, bienvenue dans l'entretien du jour sur Télésud. Notre invité est le docteur Alfred Bewindine Savadogo. Bonsoir docteur. Bonsoir. Vous êtes docteur en télécommunication et écrivain. Vous dirigez également le think tank Emeraude BF. Tout à fait. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Télésud. Quelles sont les activités de votre think tank? Alors, il faut dire que le Emeraude BF signifie mouvement de réflexion sur les opportunités de développement du Burkina Faso. Comme vous l'avez si bien dit, il s'agit d'un think tank, c'est-à-dire donc un mouvement qui est axé sur la réflexion. Nous l'avons lancé notamment en 2016, moi-même et Moubarak Zouré, avec l'objectif de construire une jeunesse responsable, citoyenne et actrice du développement. Parce que nous nous sommes dit, il y a beaucoup de jeunes burkinabés à travers le monde entier qui ont envie de participer au développement du Burkina, que ce soit par des réflexions, que ce soit par des actions, ils ont envie de faire quelque chose. Et nous avons eu l'idée justement de créer ce think tank-là qui sert de cadre où les jeunes burkinabés se retrouvent, qu'ils soient au Burkina, qu'ils soient au Sénégal, en Côte d'Ivoire, aux États-Unis, en France ou au Canada, qu'ils puissent se retrouver autour de cette tribune pour d'abord réfléchir. Nous sommes une tribune de réflexion, c'est-à-dire donc que nous analysons un peu les différents secteurs et segments de la vie nationale, que ce soit les questions économiques, les questions sociétales, les questions environnementales. Nous passons à la lumière donc de la réflexion toutes ces questions et nous produisons donc des idées que nous mettons dans le débat public afin d'enrichir le débat public. Nous partons sur la base que la qualité des politiques publiques est déterminée par la qualité du débat public. Et donc nous travaillons de sorte à alimenter le débat public avec des idées consistantes, conséquentes et cohérentes, de sorte à pouvoir dire, par exemple, sur la question de l'éducation, voici nos idées. Sur la question de l'entrepreneuriat, voici nos idées. Sur la question du logement, voici nos idées. Donc ça, c'est un premier pan qui est très fondamental, celui donc d'être une force de proposition vis-à-vis donc du pouvoir qui est en vigueur. Dans quel pays réside on peut trouver ces think tanks-là? Le think tank, il est présent dans plusieurs pays, en commençant par le Burkina Faso, parce qu'il s'agit d'un think tank burkinabé, tout à fait, exactement. Ensuite, nous sommes aussi implantés notamment dans le Maghreb, en Tunisie, au Maroc, et également nous sommes présents en France. Parler de think tank en Afrique, c'est assez particulier dans un continent où on a l'impression que la parole n'est pas totalement libérée. Est-ce que vous avez eu des contraintes durant vos activités ou ça se fait de manière très apaisée? Oui, nous avons choisi d'aller sur ce terrain. C'est vrai que nous savions que ce ne serait pas du tout facile puisque ce n'est même pas un concept qui est très connu en Afrique. Quand on parle de think tank déjà, c'est flou, c'est une nébuleuse, on ne sait pas de quoi il s'agit. Mais nous avons décidé de nous engager sur ce pan parce que nous sommes convaincus que la solution première réside dans les idées. La solution première réside dans la connaissance. Voilà, on ne peut pas construire un pays sans les idées, sans la connaissance. Les politiques publiques partent d'idées, partent de concepts, partent de connaissances. Et donc, la première chose qu'il faut impacter dans un pays, c'est le domaine de la connaissance, le domaine des idées. Donc pour nous, c'est la racine en fait. Et donc nous avons voulu aller à cette racine. Et d'un point de vue pratique, les difficultés que nous pouvons rencontrer effectivement, c'est le fait que voilà, déjà les gens ne sachent pas ce que c'est qu'un think tank. Également les difficultés de recruter parce qu'il y a des gens qui se disent... Bon, vous êtes à combien de membres aujourd'hui? Alors à ce jour, nous avons à peu près 500 membres et sympathisants à travers le monde entier. Voilà, nous avons travaillé, nous avons beaucoup communiqué, nous avons essayé d'être présents dans les médias à travers des émissions. Non, ici en France également, nous avons quelques sympathisants qui viennent souvent à nos activités, vu que nous avons une section ici en France. Voilà, nous avons des amis de l'Afrique, des amis du Burkina qui nous font l'honneur souvent de venir à nos activités. Et nous sommes très ravis voilà, de pouvoir voir tout ce beau monde qui ne sont pas forcément des Burkinabés, des Africains, mais qui s'intéressent à ce qui se passe. Et quels sont les retours que vous avez déjà par vos publications, par vos travaux? Disons que depuis 2016, le mouvement a connu un franc succès. Voilà, le mot que l'on puisse dire, c'est que nous avons pu impacter, que ce soit donc d'abord la jeunesse sur le continent et même les jeunes qui sont hors du continent africain. Il y a beaucoup de retours, notamment lorsque nous publions les articles, il y a beaucoup d'échanges qui sont nourris pour soulever les forces des idées qu'on propose, mais aussi les limites des idées qu'on propose. Donc il y a en fait beaucoup de feedback par rapport aux idées que nous mettons dans le débat public. Il y a également des feedbacks intéressants sur le côté formation parce que nous avons compris aussi qu'une jeunesse gagnante, une jeunesse performante, c'est une jeunesse qui est bien formée et donc il nous arrive d'avoir des conférences et des formations sur des thèmes par exemple sur l'entrepreneuriat et sur bien d'autres thèmes pour outiller la jeunesse. Et à travers ces formations aussi, lorsque nous interrogeons les jeunes qui participent à ces formations, ils sont satisfaits, ils trouvent que la vision est noble et que le travail que nous abattons est tout simplement... Justement sur les conférences que vous organisez, quels sont les thèmes qui attirent le plus de monde, qui intéressent plus la jeunesse aujourd'hui? Alors les thèmes, ça dépendra du public, mais pour ce qui est du public que nous adressons, ce sont des formations notamment sur l'entrepreneuriat,
Les jeunes s'intéressent beaucoup au concept de l'entrepreneuriat. Il y a également les notions donc, de développement dans le sens de la gouvernance politique et économique de nos pays également, qui sont des thèmes auxquels les jeunes s'intéressent. Donc vous êtes présent dans 4 pays de... Oui, actuellement, voilà, c'est ça. Sur le continent, vous êtes présent au Burkina, en Tunisie. En Tunisie, au Maroc. Au Maroc. Tout à fait. Vous attendez quoi pour vous étendre un peu partout? Alors, disons qu'on va progressivement. C'est vrai que le mouvement existe depuis 8 ans, mais il s'agissait d'abord de poser des fondations solides et de pouvoir s'étendre. Donc, pouvoir déjà installer 4 sections en 8 ans, c'est déjà appréciable. Il y a un problème de recrutement. Voilà, c'est ça. Nous sommes toujours en train d'affiner la stratégie, voilà, pour continuer donc à toucher plus de personnes. Déjà à travers les activités, même ceux qui sont au Maroc ou bien au Sénégal, en Côte d'Ivoire, lorsque nous avons des activités en ligne, parce qu'il nous arrive d'avoir des activités en ligne, ils peuvent participer à ces activités-là, en attendant qu'on puisse établir une section sur place en bonne et due forme. Pour vous contacter, oui, bon. En dehors de ceux qui sont dans les différents pays, on peut vous rejoindre directement en ligne sur votre site internet ou sur vos réseaux sociaux. Exactement, voilà, notre page Facebook et notre adresse mail voilà, sont ouverts. Donc, dans votre think tank, vous publiez des articles sur plusieurs thématiques et on parlera d'un sujet qui nous intéresse ici aujourd'hui, qui est l'éducation en Afrique. Et c'est le cœur même de votre tribune publiée sur le site Ecofin. Tout à fait. 105 millions d'enfants africains en âge de fréquenter le primaire et le secondaire ne sont pas scolarisés. C'est 41% du total de la population mondiale. Tout à fait. Alors, ces chiffres sont quand même saisissants. Tout à fait. Lorsque je me suis donc intéressé à la question de l'éducation, disons que c'est une tribune que j'ai publiée le 24 janvier dernier à l'occasion de la Journée internationale de l'éducation. Et donc, j'ai voulu d'abord caractériser le système éducatif africain. Et par caractérisation, il faut voir quels sont les taux d'enrôlement. Et là, on se rend compte que quasiment 41% donc, des enfants qui sont en âge d'aller à l'école en Afrique ne vont pas. Et ça fait 40% de... C'est quoi l'âge précis pour... L'âge, c'est jusqu'à 18 ans. Jusqu'à 18 ans. D'accord. Voilà, jusqu'à 18 ans, donc de 5 ans jusqu'à 18 ans. 18 ans. Voilà, donc dans le monde entier, on dénombre à peu près 240 millions d'enfants de cet âge-là qui ne vont pas à l'école. Et quasiment 100 millions de ces enfants-là sont en Afrique. Autrement dit, 40% donc, de ces enfants sont africains. Et ce qui est bien sûr une faiblesse, il faut travailler bien sûr à corriger. Et dans vos travaux, vous avez pu vous apercevoir des raisons de ce chiffre ou pas? Alors, ça tient à plusieurs facteurs. Le premier facteur, c'est le manque d'infrastructures scolaires, parce que pour aller à l'école, il faut construire des bâtiments, il faut du matériel scolaire, il faut recruter des enseignants. Et donc, les budgets en fait, alloués au secteur de l'éducation est assez faible. Pour différentes raisons. Et donc, s'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de possibilité d'augmenter l'offre éducative de sorte à enrôler de plus en plus d'enfants. Ça, c'est un premier facteur. Le deuxième facteur tient à la situation économique des parents, parce que nous sommes dans des zones habituellement rurales où les parents vivent des travaux champêtres, par exemple. Donc, ils n'ont pas assez de moyens pour soutenir la scolarité de l'enfant, parce qu'il faut souvent acheter des cahiers, etc. Il faut nourrir l'enfant, etc., etc. Donc, les parents n'ont pas assez de moyens, ce qui fait que dès l'âge de 8-9 ans, l'enfant est amené même à vouloir accompagner les parents, que ce soit dans les petits travaux ou dans les travaux champêtres. Donc, il ne peut pas aller à l'école dans ces conditions. Est-ce qu'il n'y a pas aussi l'absence de culture d'école dans nos pays? Alors, je ne parlerai pas d'absence de culture, mais c'est plutôt les conditions matérielles, en fait. Les gens sont limités dans les conditions matérielles. Et donc, prenons l'exemple d'un père qui n'a pas les moyens. Il vit essentiellement d'agriculture. Il cultive juste pendant la saison pluvieuse. Il a quelques récoltes. Et à côté, donc, il essaie de scolariser son enfant. Il fait le CP1, la première classe de l'école primaire, jusqu'au CE1, par exemple. Voilà, jusqu'au CE1, par exemple. Et à un certain moment donné, le père n'a pas les moyens de subvenir aux besoins de toute la famille. Et l'enfant, si c'est une fille, elle peut aller aider comme aide ménagère quelque part. Si c'est un petit garçon, il peut aussi trouver des petites activités rémunératrices ainsi dans le village pour soutenir le père. Donc, moi, je pense que ce n'est pas une question de culture de l'école, mais c'est plutôt les conditions matérielles. La preuve, c'est qu'en ville, justement, si vous prenez les familles aisées, les enfants de ces familles vont facilement à l'école sans se poser de questions. Pourquoi? Parce que les moyens financiers sont là pour soutenir l'enfant. Mais le constat aussi est le même dans l'enseignement supérieur, où le taux d'inscription est seulement à 9%, pendant que la moyenne mondiale est de 42% selon les chiffres de l'UNESCO. On retrouve ça dans votre tribune. Là encore, je vous demande, mais qu'est-ce qui ne va pas? On voit quand même plein d'étudiants dans nos facultés, et vous nous dites qu'il n'y a que seulement 9%
qui sont inscrits à l'université. Ouais, c'est vrai que quand on est dans les centres urbains, on se dirait qu'il y a une pléthore d'étudiants, mais lorsque vous faites le ratio avec la population totale, vous vous rendez compte qu'il n'y a pas tant d'étudiants que cela. La preuve, c'est que les chiffres font ressortir qu'il y a à peu près 9% d'enrôlement dans l'enseignement supérieur, alors que la moyenne mondiale est autour donc, de 40%. C'est dû au simple fait qu'il y a beaucoup de déperditions au fur et à mesure qu'on avance. J'ai fait les simulations avec les chiffres. Déperditions à quel niveau? Déperditions, ce que je veux dire, c'est que j'ai pris l'exemple dans l'article. S'il y a 5000 enfants qui naissent, il y a à peu près 4100 qui sont scolarisés. Okay. Et sur les 4100, on a à peu près 2700 qui vont arriver au collège. Ouais. On a 1000 et quelques qui vont arriver au second cycle. Et il y a seulement 200 et quelques qui vont arriver à l'université. Vous voyez, donc c'est ce que j'appelle la déperdition. Donc au fur et à mesure qu'on avance, il y a des gens qui décrochent parce qu'ils n'ont pas les moyens pour les femmes, par exemple, à cause des pesanteurs socio-culturelles, etc., etc. Donc il y a pas mal de raisons qui vont faire en sorte qu'au fur et à mesure qu'on avance, il y aura peu de personnes. Et finalement, de 5000 qui sont nés, il y a 261 personnes qui sont arrivées à l'université. Donc là, il y a un défaut d'accompagnement de l'État, des autorités publiques jusqu'au bout. C'est ça. On revient toujours sur la question des moyens. Voilà, c'est l'investissement dans les amphithéâtres, les salles de classe, le matériel et le personnel enseignant. Mais là, on peut mettre quand même en avant la question de la culture de l'éducation, parce que vous avez évoqué tout à l'heure la question des conditions sociales, de ceux qui arrêtent en cours de parcours, notamment des filles. Il y a des jeunes filles qui ne peuvent pas aller à l'université. Donc ça peut être une des raisons aussi ou pas? Voilà, oui, je parlais des pesanteurs socio-culturels, notamment pour les femmes. Par exemple, dans pas mal de zones, certaines filles sont enlevées à 16, 17 ans pour se marier et donc ne peuvent pas continuer leur scolarité. Ça, c'est un fait majeur. Également, il y a des gens qui vont dans l'enseignement professionnel, qui optent pour des filières professionnelles. Et là, par exemple, ils font un bac professionnel et ils commencent à travailler. Donc, ils ne vont pas aller forcément à l'université et faire partie des 261 personnes. Ça, c'est vraiment les chiffres en Afrique. Hein. Tout à fait. Ce sont les statistiques. En Afrique, c'est des diplômés qui sont en Afrique. En Afrique. Et qui sont principalement des Africains. Oui, c'est très bien. En fait, je fais la différence parce que l'autre raison peut être aussi le fait du départ des étudiants étrangers pour l'Occident, notamment avec les procédures via Campus France. Oui. Est-ce que aussi on ne peut pas considérer qu'il y a une perte des talents, une fuite des talents de l'autre côté? Oui, c'est sûr que c'est un point qui est réel. On parle de fuite des cerveaux pour certains et le professeur Joseph Kizerbo parlait de l'hémorragie cérébrale. C'est un fait qui est réel, mais il faut dire qu'il faut remettre tout cela dans une perspective plus globale pour se dire que... C'est pas la principale cause, au fait. Voilà, et se dire que ce n'est pas seulement l'Afrique qui est confrontée à cela. Si vous remontez à l'histoire du Japon, il y a des siècles de cela, le Japon était obligé d'envoyer aussi ses talents à l'extérieur pour être formé, etc. Mais lorsque vous ramenez le nombre de jeunes Africains qui vont étudier à l'étranger, vous faites ce ratio-là sur le nombre total d'étudiants, vous voyez que c'est une minorité en fait qui va à l'extérieur. Donc ça ne pèse pas autant dans les chiffres. Et dans les 9%, l'écrasante majorité des diplômés, ce sont que des littéraires et ceux qui sont dans les sciences humaines et sociales. Et donc vous appelez, vous, à des diplômés en matière scientifique et technologique. Pourquoi concrètement? Alors ça, c'est un point majeur qui constitue le cœur même de mon plaidoyer dans cet article. Alors disons que si on caractérise le système éducatif africain, il y a principalement deux tendances. La première, c'est le premier point qu'on a mentionné, c'est-à-dire la faible offre éducative, c'est-à-dire il y a peu de personnes qui sont enrôlées dans le système éducatif. Et de l'autre côté, la deuxième caractéristique majeure, c'est la faible employabilité des produits de l'école africaine. Qu'est-ce que je veux dire par là? Lorsque vous considérez l'école africaine, je vais prendre quelques statistiques. Au Burkina, par exemple, les unités déversent dans le marché de l'emploi chaque année à peu près 20 000 à 30 000 diplômés. Sur ces 20 000 à 30 000, il y a à peu près 4 000 à 5 000 qui sont embauchés, soit un taux d'insertion de 20% à peu près. Je dis bien 20%. Donc figurez-vous que sur 100 personnes, il y a 20 personnes qui vont trouver un emploi après l'université, après les études. Premier point. Deuxième point, dans le PNDS, le Programme national de développement économique et social, qui était le référentiel de développement au Burkina Faso dans les années 2015, ils ont noté qu'en moyenne, un diplômé de l'enseignement supérieur mettait 5 ans avant d'obtenir son premier emploi. Troisième fait, cette fois-ci au Cameroun. Au Cameroun, l'Institut national de statistique a fait ressortir que les diplômés, ceux qui sont allés à l'école, ont 5 fois plus de chances de chômer, de ne pas trouver du boulot, que ceux qui ne sont pas allés à l'école. Donc, ce sont des faits, ce sont des chiffres
qui montrent clairement que l'école africaine ne conduit pas à l'employabilité ou conduit difficilement à l'employabilité. Est-ce qu'il faut regarder les choses et rester dans cette même logique? Je pense que non. C'est pour ça que moi, je pars du principe qu'il faut maintenant arrimer, créer une adéquation entre la formation et les besoins de l'économie. C'est-à-dire qu'il faut se poser la question de savoir quels sont les besoins de l'économie. Aujourd'hui, les chiffres montrent qu'en Afrique, à peu près 80% sont engagés donc, dans des filières de littérature, de sciences humaines et sociales, ouais. Alors que 20% sont dans ce qu'on appelle les STEM, c'est-à-dire sciences, technologies, ingénierie et mathématiques. Est-ce que vous pensez que c'est sur la base de l'économie que cette répartition a été faite? Je dirais que non. La preuve, c'est que justement, ces 80% qui sont dans la littérature, les sciences humaines et sociales se retrouvent dans le chômage. C'est ce qui grossit justement le taux de chômage dans nos pays. C'est le fait que les 80% de diplômés en littérature et sciences humaines et sociales qui étaient auparavant employés par l'État, parce qu'il faut dire que la plupart des fonctionnaires, ce sont des gens qui ont fait des études littéraires. Et à l'époque, nos États avaient les moyens d'embaucher quasiment tous ceux qui sortaient des études littéraires. Raison pour laquelle on ne se posait pas du tout de questions. Mais avec les budgets de plus en plus serrés, l'État n'arrive pas à les recruter. Donc les 80% conformes, finalement, n'ont pas d'emploi, alors que les 20% qui sont dans tout ce qui est sciences, technologies, ingénierie et mathématiques, ce sont des gens, cela est démontré, qui ont plus d'opportunités que ceux qui ont fait de la littérature. Donc pour moi, il faut créer l'adéquation entre la formation et donc le marché du travail ou l'économie, si vous voulez. On reviendra sur cette question d'adéquation de l'offre pédagogique et du marché de l'emploi. Oui. Je me mets à la place de l'étudiant qui est diplômé de lettres et je me dis, si j'ai envie d'étudier les lettres, pourquoi m'obliger à étudier les technologies? C'est une question qui est tout à fait légitime. Elle est tout à fait légitime et à leur place, je me poserai la même question. Mais là, en fait, on raisonne en termes de politique publique. On ne raisonne pas vraiment en termes de l'étudiant. C'est-à-dire, tu finis ton parcours, ton bac, oui. Non, comme on en a besoin, oui. Va faire de la science. Mais j'aime pas la science, mais je vais faire de la science forcément. Oui, ce n'est pas si marxiste que cela, parce que disons que l'État a un objectif. L'objectif de l'État, c'est de développer le pays, c'est d'offrir des emplois aux populations et de créer de la richesse. C'est ça. Parce que s'il n'y a pas d'emploi, s'il n'y a pas de richesse, la pauvreté va s'accentuer et les jeunes qui sont au chômage sont des proies faciles, par exemple, pour être enrôlés par des groupes terroristes ou bien pour prendre la mer et vouloir rejoindre l'Europe clandestinement. Donc, c'est la vérité aussi qu'il faut dire. Et pour qu'il y ait de l'emploi, il faut que les formations soient adaptées donc, au marché et aux besoins de l'emploi. Donc, en ce sens, il faut créer une adéquation et cela se fera au niveau du collège. Et ce qu'il faut surtout faire, c'est démystifier les matières scientifiques et la physique et les mathématiques, par exemple. Il y en a qui disent non, c'est difficile et tout ça. Mais si dès le collège, on essaie vraiment de mettre l'accent sur ces disciplines, de les démystifier, je pense que beaucoup d'enfants ne trouveront pas de difficulté à réussir dans ces... Quelle stratégie l'État peut mettre en place pour, comme vous le dites, démystifier ces matières? Parce que moi, je considère que c'est une question d'appétence. On fait du journalisme parce qu'on a envie de faire du journalisme. On n'a pas la tempe sur la tête pour faire du journalisme. Donc, on part dans un cœur dans une formation. Pour ce qu'on veut faire plus tard aussi, est-ce que les Africains ne sont pas par nature plus littéraires que scientifiques? C'est peut-être ça aussi le problème. Ça, c'est une question très fondamentale sur laquelle je n'oserais pas m'aventurer parce que je n'ai pas fait beaucoup de recherches là-dessus. Ce que je peux dire, en fait, c'est que je reviens au fait que le rôle de l'État, c'est de créer des emplois et créer de la richesse. Et pour le faire... Plus aussi dans le domaine littéraire. Oui, tout à fait. En fait, voilà, justement, vous me permettez de préciser un point. Mon plaidoyer n'est pas pour la suppression, en fait, des facultés de littérature, de sciences humaines et sociales. Ce que je suis en train de dire, c'est si on a besoin de 2000 juristes, formons-en 2000. Il n'y a pas de raison de former 1 million de juristes là où on a besoin de 2000 juristes. Si on a besoin de 5000 économistes, formons-en 5000 au lieu d'en former 50 000. Et si on a besoin de 4,3 millions d'ingénieurs, comme le disent les chiffres, il faut former 4,3 millions d'ingénieurs en Afrique. Donc le point, c'est tout simplement adapter la formation et les besoins. Mais est-ce que l'adaptation ne risque pas de créer une certaine inégalité aussi des chances? Je n'irai pas. Avec ce numéro clausus que vous fixez? Non, puisque pour moi, c'est l'économie qui drive les besoins. Si l'économie a besoin de plus d'ingénieurs, formons plus d'ingénieurs. Si l'économie a besoin de plus d'avocats, formons plus d'avocats. Sinon, le surplus qu'on forme là, ils n'auront pas d'emploi et c'est ça qui crée les problèmes en Afrique. Est-ce qu'on ne peut pas créer des emplois plus dans ce domaine aujourd'hui qui... Non, pourquoi non? Je m'explique. Actuellement, nous sommes en fait dans un monde de sciences et de technologie. Il ne vous aura pas échappé qu'actuellement, l'innovation est drivée
par la science et les technologies. Et donc, la plupart des emplois qui se créent, vous pourrez faire vos recherches, c'est autour des sciences et des technologies. Aujourd'hui, par exemple, on parle d'intelligence artificielle. Effectivement. Ce sont les ingénieurs qui sont au devant de ces concepts-là. Donc, le monde, les sociétés, les économies sont drivées aujourd'hui par la science et la technologie. Et donc, c'est dans ces domaines que les opportunités se créent de plus en plus. Et donc, c'est dans ces domaines que nous devons créer les emplois et donc que nous devons mettre les formations pour les jeunes Africains. Vous avez publié cette tribune-là le 24 janvier, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que vous avez eu une discussion en interne avec les membres de votre think tank? Quels sont les avis? Est-ce qu'elle est partagée par tout votre think tank? Alors, on avait déjà eu des discussions sur l'éducation il y a plusieurs années de cela. Ça, c'est tout simplement la suite de ces discussions-là. Et disons donc en interne, les discussions se sont poursuivies dans des commissions, mais là, moi, j'ai essayé de synthétiser voilà, ce qui me paraissait les points les plus importants à faire ressortir dans le débat public. Quand vous appelez une planification aujourd'hui de l'offre pédagogique en fonction du marché. Donc, c'est ça. Et plus d'ingénieurs en Afrique, moins de littéraires. C'est ça. Et cette planification ne devrait pas effrayer. Ne pensez pas que nous sommes dans une logique marxiste ou quoi que ce soit. C'est un peu le cas. Mais c'est pour éviter le chômage parce que le chômage est beaucoup plus dangereux que la planification. Est-ce que vous avez un État, un exemple par exemple, qui a développé cette politique? Alors, sans aller en profondeur, j'ai regardé un peu le cas du Maroc. Si vous prenez le cas du Maroc, très récemment, le Maroc, par exemple, a imposé l'enseignement des modules d'intelligence artificielle dans toutes les facultés. C'est-à-dire que vous fassiez le droit, l'économie, les mathématiques, vous allez faire de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un État qui a compris que tout se joue aujourd'hui dans les sciences et les technologies. Et donc, le Maroc se positionne, et c'est l'exemple que je cite parce que c'est le plus récent que j'ai consulté. Rapidement, on est pris par le temps. Est-ce que l'arrivée de l'intelligence artificielle est une aubaine pour le continent africain? Si oui, comment il peut l'approprier? Alors, c'est sûr que l'intelligence artificielle va structurer le monde de demain. Il a commencé à structurer le monde aujourd'hui et il va davantage structurer le monde de demain. Et les Africains ne doivent pas laisser le train de l'intelligence artificielle passer sans eux. Ils doivent donc prendre le train dès maintenant, ne pas être en retard. Prendre le train, c'est quoi? C'est former les jeunes, notamment sur tout ce qui est compétences sur l'intelligence artificielle. Il faut aussi développer l'infrastructure donc numérique en Afrique. Et cela se fait à travers beaucoup d'investissements, des milliards et des milliards de francs CFA. Merci beaucoup Alfred, Dr Alfred Savadogo. Vous êtes docteur en télécommunications, écrivain et cofondateur du think tank Emerald. Merci à vous, chers téléspectateurs. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous pour un nouveau numéro de l'entretien du jour sur Télé Sud. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt.